Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ex Cathedra. Ce soir, on accueille Guy Adam avec une conférence intitulée « Comment chouchouter son cerveau ». Guy Adam possède un master en sciences de la santé publique. Il est kinésithérapeute et ergothérapeute spécialisé en santé mentale. L'exposé de ce soir part d'un constat. Peu de personnes se soucient de la santé de leur cerveau tant qu'il n'y a pas de problème. Or, pour Guy Adam, comme pour beaucoup de soignants, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Il nous donne donc quelques conseils pour prendre soin de notre cerveau. On l'écoute. Je m'appelle Guy Adam. Alors, je viens d'assez loin parce que j'habite dans une région particulière. C'est une enclave de la Wallonie dans le pays flamand. Autrement dit, j'habite à Comines. Vous voyez, c'est assez loin d'ici. Oui. Et donc, je suis kinésithérapeute et ergothérapeute spécialisé dans le domaine de la santé mentale. Et également, je suis licencié agrégé en sciences de la santé publique. Et dans ce cadre-là, ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est de l'éducation pour la santé. Puisque c'est très important, naturellement. Comme le titre l'indique, il y a une tête là. Oui, c'est moi. Ah, ben mettez-vous peut-être ailleurs, ou là par exemple. Oui, désolé, mais ça va gêner. Hein. Donc, c'est très important de chouchouter cet organe qui est votre cerveau, parce que, si vous voulez, l'image n'est peut-être pas très bonne, mais le cerveau, c'est comme un ordinateur, mais il y a tout dedans. Il y a le disque dur, plus toute une série de logiciels qui vous permettent naturellement de commander toute la machinerie de votre corps, mais aussi tout ce qui est du domaine qu'on appelle cognitif, c'est-à-dire penser, écouter, voir, mémoriser, vous orienter, réfléchir. Et donc tout ça, c'est très utile. Et il est important de préserver cet organe le plus longtemps possible, voire jusqu'à la fin. C'est le but, naturellement, de cet exposé. Donc, on va commencer par le menu de cet exposé. Alors, je vais commencer par la prévention médicale, parce que c'est indispensable. Mais je ne suis pas médecin, et moi, ce qui m'intéresse, c'est ma compétence, c'est la prévention primaire, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant la maladie. Mais il est indispensable quand même de penser au départ à la prévention médicale. Alors ensuite, nous verrons qu'il y a moyen, mais vous le savez aussi, de dynamiser le cerveau. Il est très important, naturellement, j'en parlerai, de bien dormir, de bien se nourrir, de soigner ses contacts sociaux, de bouger, de ne pas fumer, de se relaxer, et on terminera par la conclusion qui s'appelle Neuro. Vous verrez, c'est un acronyme qui résume l'ensemble de cet exposé. Donc, en ce qui concerne la prévention médicale, il faut absolument savoir qu'il faut veiller à une bonne santé cardiovasculaire et surveiller la glycémie et votre taux de cholestérol, parce que tout ça est indispensable pour la bonne santé biologique de votre cerveau. Donc, j'ai repris cette phrase, ce qui est bon pour le cœur et les vaisseaux l'est pour le cerveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le domaine médical, il faut contrôler votre tension artérielle très régulièrement, et il faut savoir que 60% des gens sont en hypertension et souvent l'ignorent. Mais normalement, dans chaque consultation médicale, le médecin vous prend votre tension. Et donc, si elle est trop élevée, il vous dira quoi faire. Alors, il faut aussi, naturellement, contrôler votre glycémie, donc c'est-à-dire la quantité de sucre que vous avez dans le sang et qui est mesurée par un examen sanguin le matin à jeun, parce que vous risquez d'être légèrement au-dessus, mais entre ce qui est acceptable et ce qui est un petit peu au-dessus, il y a cet espace qui est le prédiabète. Donc il faut faire attention de ne pas passer du prédiabète au diabète, parce que le diabète va entraîner une atteinte des vaisseaux sanguins et donc évidemment de tous les petits vaisseaux du cerveau,
et aussi des nerfs, et vous risquez aussi en plus d'avoir un AVC et des troubles de l'humeur. À un âge plus avancé, cette situation favorise les démences, donc des maladies neurovégétatives. Vous allez aussi risquer d'avoir de plus gros problèmes de mémoire, de la confusion et un rétrécissement du cerveau, c'est-à-dire une atrophie cérébrale. Naturellement, la glycémie, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi contrôler le taux de cholestérol. Et en particulier, il y a deux modalités, en gros, si vous voulez, de cholestérol. Il y a le cholestérol LDL et HDL. Il faut surveiller le LDL. Mais ça, c'est de la prévention médicale. Ça n'est pas de mon ressort, mais il faut y veiller. Alors, comment on peut dynamiser le cerveau? Vous savez, vous avez déjà des idées, naturellement. C'est changer les routines. C'est-à-dire que ce qui est mauvais pour le cerveau, c'est toujours faire la même chose. Donc, il faut sortir de sa zone de confort, et ça, c'est ce qu'on appelle le père de celui qui a défini le stress, s'appelait Célie, c'est un Canadien. Il a aussi dit que dans le stress, il y avait un E-stress. E en grec, ça signifie bon. Hein. Donc, sortir de sa zone de confort, ça veut dire affronter des choses qui sont nouvelles tout le temps, s'adapter à l'environnement, ça c'est bon pour le cerveau. Ensuite, vous pouvez aussi être créatif, c'est-à-dire trouver des solutions nouvelles à des problèmes que vous rencontrez au jour le jour, mais même des problèmes tout à fait bénins dans la gestion quotidienne de votre vie habituelle. Vous pouvez, naturellement, c'est aussi important, à n'importe quel âge, vous pouvez apprendre. Alors, il y a des choses qui sont plus dynamisantes, je dirais, pour le cerveau. C'est par exemple, mais c'est parfois difficile, c'est apprendre le solfège et puis apprendre à jouer d'un instrument ou apprendre une langue. Et comme nous sommes, je suppose, ici des francophones, le plus simple, c'est d'apprendre à nouveau une langue, ou soit de refaire des cours à partir d'une langue que vous avez apprise à l'école, soit d'apprendre une nouvelle langue, mais une langue qui est proche de la nôtre, par exemple l'espagnol ou l'italien ou l'anglais, qui contient quand même une grande quantité de mots d'origine française, avec quelques faux amis, naturellement. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, pour dynamiser votre cerveau, c'est avoir des activités les plus variées possibles. Encore une fois, c'est sortir des routines. Donc, ce n'est pas une activité qui va faire l'affaire, c'est des activités multiples. Donc, par exemple, on ne peut pas se limiter à faire des mots croisés, vous voyez, ou faire des sudoku. Il faut faire ça c'est très bien, mais aussi autre chose. Et si possible, avec des interactions sociales, donc ensemble, soit en famille, par exemple, les jeux de société, hein, ça c'était excellent, ou avec des amis, ou dans des groupes de votre quartier ou de votre village. Alors, voyager, c'est aussi important parce que voyager, justement, c'est sortir de soi-même, sortir de sa région, aller vers les autres, voir autre chose. Et c'est vrai que quand vous mettez le pied quelque part, puis vous dites, qu'est-ce que je suis venu faire ici? J'étais quand même mieux chez moi. Puis après, bon, il y a tout des mécanismes du cerveau qui se mettent en route et vous finissez par vous adapter et trouver ça très chouette. Alors, naturellement, c'est aussi, ce sont des fonctions qui sont importantes aussi. La lecture, hein, et donc peut-être faire un résumé mentalement de ce que vous avez lu par chapitre, hein, ou éventuellement par écrit, écrire, et donc envoyer des mails, c'est très intéressant. Hein. Il y a des études qui ont montré que les gens qui sont âgés, qui utilisent Internet, vieillissent moins vite au niveau cérébral que les gens qui n'utilisent pas Internet. Parce que Internet permet naturellement d'apprendre. Hein. Vous avez des possibilités inouïes sur Internet. Vous avez des cours entiers. Vous avez l'encyclopédie Wikipédia qui vous apporte des solutions à plein de choses dans des domaines extrêmement variés. Et donc, lire, écrire, j'en ai déjà parlé, les jeux de société et les mots croisés. Et donc, ceci est basé sur l'idée que, en anglais, on dit « use it or lose it ». Donc, ça ne s'use que si on ne s'en sert pas.
hein. Donc il faut faire ça, mais dans le sens, non pas, vous verrez à la fin, il y a aussi prendre des pauses et se relaxer, hein. Donc on peut faire travailler son cerveau, mais il ne faut pas aller non plus jusqu'à le faire travailler tout le temps. Donc voilà par exemple un document qui montre l'intérêt du voyage, hein. Vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc le voyage vous pousse au-delà de votre routine au niveau du langage, surtout si vous êtes dans un pays étranger et que vous devez parler une autre langue, le plus souvent c'est l'anglais, et ça demande des ressources attentionnelles, ça fait travailler votre mémoire, c'est visuospatial parce qu'il faut vous orienter dans un espace inconnu, et il y a dans le voyage l'utilisation de ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire refaire des itinéraires et prendre des décisions. Et puis, vous avez aussi à vous ajuster immédiatement à des situations nouvelles. Et donc, voyager, c'est très bon pour le cerveau. Le sommeil, c'est très important, naturellement, pour le cerveau, parce que quand on dort, il y a une récupération non seulement physique, mais aussi mentale. Et en particulier, il y a au cours du sommeil ce qu'on appelle la consolidation de la mémoire. Hein, donc la mémoire, ça se passe dans tout le cerveau, mais il y a une zone particulière qui est très importante pour la mémoire, qui s'appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe est mis en partie au repos quand on dort, comme s'il y avait, pendant le sommeil, pour un appareil, on dit un reset, vous voyez, s'il y avait un reset de la mémoire. Alors... Et c'est mieux de dormir tôt? Non, attendez, madame. Si vous voulez, on va faire ça comme ça, parce que chacun peut intervenir, et alors ça va couper l'exposé. Vous posez votre question à la fin, d'accord? Donc, en ce qui concerne la durée du sommeil, elle varie selon qu'on appartient soi-même à une des 3 catégories. Donc, parmi les dormeurs, ici, il y a 3 catégories. Il y a des gens qui sont dans la catégorie court dormeur, il y a les dormeurs moyens ou normaux, et puis il y a les longs dormeurs, hein. Je m'appelle parfois les gros dormeurs, mais je préfère le long dormeur. Alors, les courts et les longs, ce sont des catégories minoritaires. Donc, il n'y en a pas beaucoup, finalement, hein. La majorité des gens doivent dormir entre 7 et 8 heures. Pas au-delà, hein, parce que si on dort régulièrement plus de 8 heures, alors c'est un signe de trouble. Hein, donc le sommeil doit être entre 7 et 8 heures quand on est adulte. Hein, ici, on est entre adultes. Alors, les courts dormeurs sont des gens qui ont un sommeil de 6 heures et qui sont satisfaits de dormir 6 heures. Et les longs dormeurs sont des gens qui ont un sommeil un peu plus long que les dormeurs moyens comme nous tous et qui dorment 9 heures. Voilà, merci. Vous avez la lumière. Bon, alors, dans le sommeil proprement dit, il y a 2 phases. Au début de la nuit, vous avez votre sommeil profond et très profond, et c'est le sommeil essentiel. Et donc, ce sommeil dure environ 3 heures, 3h30, et pendant ce temps-là, on est généralement inattentif aux stimuli extérieurs, donc on ne se réveille pas. Après, le reste de la nuit, c'est uniquement du sommeil léger et du sommeil de rêve. Et ces 2 sommeils sont évidemment importants. Donc, le sommeil de rêve s'appelle le sommeil paradoxal. Alors, la durée du sommeil varie selon l'âge. Donc, vous savez que les nourrissons dorment très longtemps, les adolescents longtemps aussi. Et puis, quand on arrive à l'âge adulte, on est dans la fourchette 7-8 heures. Et puis, quand on est plus âgé, donc c'est variable d'un individu à l'autre, mais quand on avance en âge, on a besoin d'un peu moins de sommeil. Soit, si on dormait 8 heures, on peut se contenter de 7 heures. Alors, la qualité du sommeil et sa durée dépend aussi du genre,
c'est-à-dire le sommeil des femmes n'est pas exactement le même que celui des hommes, dépend de la personnalité, dépend aussi naturellement de comportement. C'est tout le domaine, je n'aurai pas le temps de détailler ça, tout le domaine de l'hygiène du sommeil et dépend de l'état physiologique. C'est-à-dire si vous avez une maladie infectieuse, ben vous allez dormir plus longtemps, mais c'est normal, c'est pour récupérer. Et si vous êtes enceinte, vous allez aussi dormir plus longtemps, c'est aussi lié à l'état physiologique. Alors, bien dormir dépend, tout le monde le sait aussi, de la qualité de l'environnement. Vous voyez, par exemple, si vous deviez dormir ici, il fait beaucoup trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Pour l'instant, ici, il n'y a pas de bruit, mais le bruit gêne le sommeil, naturellement. On s'habitue au bruit, mais il continue quand même à gêner selon un certain niveau, naturellement. Les gens qui habitent près des champs d'aviation le savent aussi, que le bruit des avions la nuit nuit à leur sommeil. Alors, donc, j'ai déjà donné la réponse. Pourquoi c'est important le sommeil pour le cerveau? Parce que ça sert naturellement à la récupération mentale, mais aussi à la consolidation de la mémoire. Et donc, il y a un tri. Donc, on reçoit pendant la journée des tas d'informations, et pendant la nuit, le cerveau les trie et évacue un certain nombre de choses qui ne sont pas nécessaires pour garder l'essentiel. Mais il y a aussi dans le cerveau une fonction qu'on a découverte assez récemment, qu'on appelle la fonction lymphatique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de protéines qui pourraient être toxiques à la longue pour le cerveau, qui sont évacuées pendant le sommeil. Donc, je vais quand même vous donner quelques pistes pour comment bien dormir. Donc, d'abord, quand on a des problèmes de sommeil ou quand on veut améliorer son sommeil, il faut veiller à ses comportements. Alors, il y a des comportements qui sont élémentaires. Par exemple, si on est sensible à la caféine, il ne faut plus boire de café après 14 ou 16 heures. 16 heures, c'est parce que la caféine, on le verra après, c'est un produit qui est très intéressant pour le cerveau, mais qui agit pendant 4 à 6 heures. Et donc, il y a un stimulant. Mais ça, c'est un comportement. Mais il y a d'autres comportements, par exemple, qui sont nuisibles au sommeil, c'est faire de l'exercice physique intense avant de s'endormir. Contrairement à ce qu'on pense, c'est nuisible, vous voyez, parce que, en fait, l'exercice physique augmente la température corporelle, stimule les fonctions générales, et c'est justement l'inverse qu'il faut faire si on veut dormir. Il faut aller vers l'apaisement. Bon, je ne vais pas citer tous les comportements, mais il y a un certain nombre de comportements qui sont indispensables. Un repas très gras et lourd à proximité du coucher, c'est aussi néfaste. Et donc, personnellement, je conseille de ne plus manger après 18 heures. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, monsieur, c'est un conseil impossible à suivre, vous vous rendez compte? Moi, je rentre du boulot à cette heure-là. Et bon, évidemment, il y a des adaptations possibles. Ça, c'est l'idéal. Alors, si on est anxieux, on ne peut pas dormir, vous voyez? Donc, ça, c'est une chose très importante. L'anxiété est l'ennemi numéro 1 du sommeil. Et si vous ruminez, donc si vous repassez sans arrêt les mêmes choses dans votre tête, vous n'allez pas pouvoir dormir non plus. Il faut pouvoir faire la paix par rapport à ça. Donc, je conseille généralement de préparer le sommeil. Ça veut dire qu'il faut baisser la lumière, quitter les écrans, ça c'est très difficile, en tout cas pour moi c'est très difficile, mais les écrans c'est l'ordinateur ou le téléphone, et donc en quelque sorte il faut diminuer toute stimulation pour préparer l'entrée paisible dans le sommeil. Donc ça peut être écouter de la musique, boire une tasse de camomille, aller promener le chien autour du pâté de maison, aller respirer à la fenêtre, faire un tour du jardin, vous voyez, des choses qui sont assez calmes et tranquilles, mais pas remplir sa déclaration d'impôt, ou ça c'est certainement pas le truc à faire, pas avoir une bonne engueulade avec votre femme ou votre partenaire, ça c'est pas bon pour la préparation. Alors, donc je viens d'en parler. Alors pour ceux qui auraient des ruminations et qui ne parviendraient pas à se déconnecter, il y a des techniques de lâcher prise qui sont efficaces.
Alors, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser évidemment des médicaments, mais on va pratiquer la respiration diaphragmatique, on va compter à rebours. Donc, vous êtes dans votre lit, vous pensez à tout ce que vous allez faire le lendemain, à tout ce que vous avez fait la veille, et donc tant que vous pensez que vous ne pouvez pas dormir, penser et dormir, c'est incompatible. Il faut pouvoir briser ça, il ne faut plus penser. Donc, pour ne plus penser, il faut faire autre chose qui va interrompre ce mécanisme de rumination permanente. C'est donc respirer, compter à rebours ou faire de la relaxation. Apprendre, et là, ça se fait ailleurs, naturellement, apprendre ailleurs une technique de relaxation. Donc ça, c'est en gros les plus importantes techniques de lâcher prise. Et naturellement, pour votre cerveau, il faut éviter l'usage chronique de somnifères. Les somnifères ne sont indiqués que dans une forme particulière d'insomnie, qui est l'insomnie transitoire. L'insomnie transitoire, c'est une insomnie que l'on peut expliquer par des phénomènes qui sont apparus et qui l'ont déclenché. Par exemple, une douleur très importante, la perte d'un être cher, un accident, et c'est une insomnie qui dure au maximum 1 mois à 5 semaines. Au-delà, c'est de l'insomnie chronique, et l'insomnie chronique ne se soigne pas avec des somnifères, parce que tous les médicaments qui franchissent la barrière hémato-encéphalique, ce sont des médicaments qui, quand on les consomme de manière chronique, nuisent à la bonne santé du cerveau, tous. Naturellement, on ne peut pas s'en passer dans des situations données. Bien, maintenant, je vais vous parler de bien se nourrir. Alors, avec le sommeil, avec la qualité du sommeil, la nourriture et l'exercice physique, ce sont les 3 piliers importants pour la bonne santé du cerveau. Donc, si vous voulez chouchouter votre cerveau, il faut essayer de mieux dormir ou de bien dormir, si vous dormez bien, de bouger et de bien vous nourrir. Il faut savoir que la nourriture, c'est essentiel pour la santé du cerveau parce que c'est le carburant. Si dans un moteur, puisque tout à l'heure j'utilisais la métaphore de l'ordinateur, si on prend un moteur thermique et qu'on met n'importe quel carburant, ça ne va pas marcher. Eh bien, c'est pareil pour votre cerveau. Alors, comment bien se nourrir? Eh bien, aujourd'hui, on reconnaît que l'alimentation méditerranéenne est la meilleure alimentation du monde, enfin, du monde occidental. Évidemment, vous pouvez manger aussi, comme à Okinawa, c'est aussi une très bonne façon de s'alimenter, mais nous ne sommes pas japonais, nous n'avons pas les traditions du Japon, nous n'avons pas les produits du Japon, même si vous pouvez acheter ici du miso et vous pouvez manger aussi du tofu, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui ne colle pas avec notre culture, alors que l'alimentation méditerranéenne, c'est l'alimentation des pays qui bordent la Méditerranée et qui est beaucoup plus facile à adapter pour nous. C'est la meilleure alimentation. Alors, c'est une alimentation qui est résumée dans un acronyme qu'on appelle DASH, je vous en parlerai après, et aussi MIND, je vous en parlerai après. Et l'alimentation, comme je le montre sur cette diapositive, c'est peut-être un des éléments les plus importants, vous voyez. Donc il faut faire très attention à ça. Alors, l'alimentation DASH, DASH c'est un acronyme anglo-saxon, américain, qui signifie donc approche diététique pour stopper l'hypertension. Je vous ai dit en commençant que dans la prévention médicale, il fallait faire très attention à contrôler la tension artérielle. Donc avec ce type d'alimentation, vous n'aurez pas vous n'allez pas souffrir d'hypertension. Maintenant, pour les personnes qui sont hypertendues, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit non plus que les personnes hypertendues chroniquement ne devaient pas prendre des médicaments pour soigner leur hypertension. Ici, je parle dans le cadre de la prévention primaire, et donc je vous rappelle que la prévention primaire, c'est avant la maladie. Donc il faut considérer que ce régime
s'applique à des gens qui ne sont pas malades, qui sont donc en bonne santé, mais qui veulent éviter d'avoir de l'hypertension. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'alimentation DASH? Elle est très inspirée de l'alimentation méditerranéenne. C'est manger des grains entiers. Des grains entiers, ça veut dire pas du pain blanc, mais du pain complet, puisque le pain, c'est quand même un élément de la nourriture ici en Europe du Nord. Des fruits, mais pas trop de fruits, 2 fruits par jour maximum. Beaucoup de légumes frais, cuits. Des légumineuses, donc ça c'est quand même des aliments qui sont, je me tourne toujours pas de votre côté, je vais une fois vous parler aussi. Donc les légumineuses, ce sont des aliments qui sont négligés, mais qui sont très utilisés dans l'alimentation méditerranéenne. Il suffit d'aller en Italie ou en Espagne et de voir dans les rayons des supermarchés ou des épiceries la place que prennent les lentilles, les haricots de différentes formes, les pois chiches, etc. Alors, de la volaille, du poisson 2 fois par semaine, des noix, donc toutes les noix, donc soit les noix de votre jardin, soit les noisettes, soit des noix plus exotiques, mais autant consommer les noix locales, des graines, par exemple les graines de lin, des fromages frais et yaourts maigres, donc frais ça veut dire pas des pâtes dures, ou le moins possible de pâtes dures, des huiles, on verra quelles huiles, du café. Et donc, en résumé, c'est une alimentation qui est riche en fibres, en potassium, en calcium, en magnésium et surtout, j'aurais dû l'indiquer, en polyphénols, c'est-à-dire des antioxydants. Retenez que les polyphénols, ce sont des substances qui évitent le vieillissement cellulaire. Donc, quand vous mangez un fruit, vous incorporez des polyphénols. Quand vous mangez des légumes, vous avez des polyphénols. Quand vous mangez de la viande, il n'y a pas de polyphénol dans la viande. Il n'y en a pas non plus beaucoup dans le fromage. Bon, alors, donc, le régime DASH demande d'éviter tout ce qui est sucre ajouté, donc les pâtisseries, les viennoiseries. Il faut savoir que ce régime méditerranéen ancien était tel que les gâteaux, par exemple, n'étaient consommés qu'à des occasions de cérémonie. Maintenant, on peut acheter des gâteaux tous les jours quand on va dans une pâtisserie. Vous pouvez manger un éclair au chocolat tous les jours, mais dans les traditions anciennes, ça n'était absolument pas le cas. C'était la mère de famille qui fabriquait la tarte peut-être 1 fois par semaine, voire 1 fois tous les mois, et le gâteau pareil. Alors, pas de viande rouge du tout, donc c'est toutes les viandes, les viandes rouges sauf les volailles, pas de charcuterie, pas de fromage gras, c'est-à-dire des fromages à pâte dure, pas de beurre, pas de margarine, pas de sel, le sel c'est très important aussi, pas de friture, pas de soda, donc pas d'énergie drink et aucun produit industriel transformé. Rigolo, hein? Donc c'est pas rigolo, ça on verra par la suite. Alors, donc, l'avantage de suivre ce régime, c'est que vous allez gagner non seulement vous allez chouchouter votre cerveau, mais vous allez améliorer votre santé globale et vous allez avoir aussi, grâce aux poissons et aux noix, des oméga 3 qui sont des graisses essentielles pour le bon fonctionnement du cerveau et qui sont absentes du régime, disons, de base wallon. Alors, donc, revenons sur l'alimentation méditerranéenne. Donc, vous voyez, c'est assez semblable. Dans l'alimentation méditerranéenne, on a des légumes variés et colorés, frais, cuits, surgelés, des légumineuses, j'en ai déjà parlé, peu de viande, peu de produits laitiers, excepté des fromages frais de brebis et de chèvre, avec une préférence pour la chèvre, des olives, donc grignoter des olives, et utiliser comme matière de cuisson et d'assaisonnement de l'huile d'olive, du poisson 2 fois par semaine, des fruits de mer et un peu de vin rouge. Bon, j'en parlerai aussi. Mais un peu. Alors, donc, dans cette alimentation qui est de type ancien, on ne trouvera pas de produits transformés, industriels, pas de soda, pas de restauration rapide. Si bien que
quand vous allez dans un supermarché moderne, vous allez chez Carrefour, il y a au moins 80 à 90% de ce qui est présenté que vous ne devrez pas acheter. Parce que tout ça est assez nuisible pour la santé. Alors, vous pourriez être étonné par le fait que dans l'alimentation méditerranéenne, on conseille de boire du café. Alors, le café, c'est une excellente boisson pour le cerveau parce que c'est un produit, la caféine, qui est présente aussi dans le thé, mais dans une forme moindre, qu'on appelle la théine, mais c'est la même formule chimique, et dans le maté. Et donc, c'est un stimulant pour le cerveau et qui favorise l'attention et la concentration. La qualité du café, de votre café, dépendra de son mode de préparation, de ses origines. Donc il y a deux grandes origines du café. Au niveau de botanique, il y a le café Robusta et le café Arabica. Le meilleur au niveau gustatif, c'est l'Arabica. Mais il y a des mélanges. Par exemple, en Italie, on met un petit peu de Robusta avec de l'Arabica pour donner un peu plus d'amertume au café. Et puis, dépendra aussi de la température de l'eau. Mais je reviens quand même au mode de préparation. Le café le plus fort, c'est le café qui est fait au percolateur. Donc, vous voyez le percolateur traditionnel où l'eau percole, comme le mot l'indique, sur le café et extrait le maximum de caféine. Et contrairement à ce qu'on pense, le café de l'espresso n'est pas le plus riche en caféine. Il est surtout riche en goût. Bien sûr, il contient de la caféine, mais il est riche en goût. Et d'ailleurs, le mot espresso, ça veut dire sous pression. Ce n'est pas express, vous voyez. Alors, maximum, on considère qu'on ne devrait pas dépasser maximum 400 mg de caféine par jour, ce qui correspond, attention, vous allez être surpris, à 4 tasses maximum par jour. 4 tasses maximum. Alors, au-delà, le café n'est plus bon pour la santé, mais peut être nuisible. Alors, l'effet du café, c'est l'effet de la caféine, plutôt, qui est contenu dans le café, c'est à peu près 20 minutes pour agir. Donc, par exemple, si vous faites une sieste entre midi et 15 heures, et qu'avant la sieste, vous buvez une tasse de café, et que cette sieste, comme il est recommandé, dure une vingtaine de minutes, quand vous aurez terminé votre sieste, vous aurez l'effet de la sieste plus l'effet du café, ce qui est quand même intéressant. Alors, donc, le café augmente aussi le temps de réaction, il augmente la vigilance, il a aussi un effet sur qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire, par exemple, retenir un numéro de téléphone, c'est partie de la mémoire de travail. Sur la mémoire à long terme, c'est se souvenir que le samedi 7 septembre, vous êtes venu écouter une conférence avec un gars qui s'appelait M. Adam. Et le café agit aussi sur l'humeur. Donc, c'est une bonne chose de boire du café le matin. Alors, le plus intéressant pour le cerveau, non seulement ses effets stimulants, ses effets sur l'attention, ses effets sur la vigilance, c'est qu'aussi le café contient beaucoup d'antioxydants. Et donc, les antioxydants, ce sont les fameux polyphénols qui donc empêchent le vieillissement cellulaire ou limitent le vieillissement cellulaire. Il contient aussi des vitamines B et des minéraux. Alors, il ne faut pas que le café soit trop torréfié. Il faut une torréfaction douce aussi. Donc, dans certaines régions, par exemple dans le Borinage, on aime le café qui est très très torréfié. Ce n'est pas conseillé. Il faut que vous achetiez, personne ne torréfie maintenant son café, mais si vous achetez du café en grains, ce qui est quand même ce qu'il y a de plus intéressant, et puis vous allez le moudre avant de le préparer, vous veillez à ce que les grains ne soient pas noirs. Vous voyez, il faut qu'ils soient torréfiés, mais d'une façon assez douce. Comme les Italiens, encore une fois, savent le faire. Alors, si vous n'aimez pas ou si vous ne supportez pas la caféine, vous savez qu'il existe, tout le monde le sait, du café décaféiné, mais le café décaféiné contient quand même un petit peu de caféine. Mais malheureusement,
la décaféinisation lui fait perdre aussi une grande partie de son goût. Alors, donc, je vous parlais également du régime MIND. Hein. C'est un acronyme des lettres, mais MIND en anglais signifie esprit, donc on n'est pas loin du cerveau. Donc, MIND en anglais signifie régime méditerranéen, intervention de régime méditerranéen pour retarder les maladies neurodégénératives. Donc, les maladies neurodégénératives, c'est deux grands types de maladies assez fréquentes dans la population belge, c'est la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Et donc c'est un régime qui, quand il est pris suffisamment tôt, peut diminuer la probabilité d'apparition de ces maladies. Donc il ne faut pas dire naturellement que ce régime va guérir la maladie d'Alzheimer, mais on l'utilise aussi chez des gens qui ont déjà développé la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Alors, en quoi ça consiste? Donc, c'est un régime, oui, je voulais vous dire aussi que c'est un régime qui améliore les cognitions, c'est-à-dire tout ce dont nous avons besoin pour être et fonctionner, qui est plus efficace que le régime méditerranéen seul ou le régime DASH dont je vous ai parlé avant. Alors, on va retrouver des similitudes, naturellement, c'est consommer des grains entiers, des légumes verts, un verre de vin par jour, des noix, des lentilles, des haricots, des baies. Hein, des baies, c'est par exemple des myrtilles des Vosges, hein, mais pas seulement des Vosges d'ailleurs, hein, ou des fraises, ou des groseilles. Vous voyez, ça, ce sont les petits fruits. Alors, les petits fruits peuvent être consommés en plus grande quantité que les fruits plus importants parce qu'ils contiennent très peu de sucre. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens ajoutent du sucre quand ils mangent des fraises, hein, surtout si elles ne sont pas très mûres. Bon, alors, donc des baies, de la volaille, des volailles, de l'huile d'olive, du poisson cuit à la vapeur une fois par semaine, des œufs, du café et du thé. Et à éviter, bon, on retrouvera à peu près les mêmes choses que dans le régime DASH, le beurre, les margarines, les pâtisseries, les viandes rouges, les fromages gras, les aliments frits, les sodas, les aliments transformés, les charcuteries, et là vous ne voyez pas parce qu'il y a une tête, là, c'est le sucre. Bon, alors... Oui, ça on verra après. Hein. Vous me poserez la question après si vous voulez bien, parce que je dois poursuivre cet exposé. Alors, pour le cerveau, naturellement, il y a 3 produits qui sont consommés dans cette région d'Europe, qui sont le tabac, les psychotropes. Hein. Les psychotropes, c'est tous les médicaments qui agissent sur le cerveau. La caféine, c'est un psychotrope, mais c'est un psychotrope courant, si vous voulez, et aussi l'excès de boissons alcoolisées. Donc, quand on consomme ces substances, si on veut préserver la santé de son cerveau, il faut penser au sevrage. Je sais que c'est très difficile, hein, quand on consomme chroniquement du tabac ou de l'alcool, de passer par les étapes du sevrage, mais il y a des personnes qui réussissent à le faire. Alors, pour l'alcool, il y a un vin, certains vins contiennent plus de polyphénol que d'autres. Hein. Donc, dans les diapositives précédentes, vous avez vu qu'on pouvait se permettre de consommer un verre de vin rouge par jour, mais ce vin, le plus riche, les vins les plus riches en polyphénol, ce sont des vins qui ont comme cépage le tannat, le grenache noir, le malbec et en Sardaigne le cannonau. Vous voyez? Alors, par exemple, le tannat, c'est le Cahors en France. Le grenache noir, il y en a en Espagne, il y en a aussi en Argentine, et le malbec en Argentine. Alors, c'est un seul verre de boisson alcoolisée par jour quand on est du genre féminin, un seul, j'insiste, et deux seulement quand on est du genre masculin. Hein? Alors, ce n'est pas le premier et le dernier.
c'est 2. Hein, 2. On est obligé de boire. Attendez, après. Alors, mais je vais quand même vous répondre. On n'est pas obligé de boire du vin. Oui. Et il ne faut pas se mettre à boire du vin parce que c'est dans le régime DASH ou dans le régime MAN. Ceux qui en boivent peuvent continuer à en boire, mais ceux qui n'ont pas envie de boire du vin ne boivent pas de vin, naturellement. Hein. Et ni de bière, hein, c'est pareil. Hein. Bon. Alors, donc, pour les psychotropes, il faut les éviter autant que possible ou les prendre à des moments clés. Quand je voyais mes patients, je leur expliquais qu'un anxiolytique, c'est quand quelqu'un est en crise qu'il le prend. C'est-à-dire que je prenais l'image de la bouée. Donc si vous prenez un anxiolytique, c'est on vous jette une bouée et vous accrochez à la bouée. Mais une fois que vous êtes revenu sur la terre ferme, vous n'avez plus besoin de la bouée. La thérapie consistait à ramener les gens sur la terre ferme et à ce qu'il se passe de cette bouée, naturellement, rapidement, le plus rapidement possible. Alors, les boissons alcoolisées devraient être toujours consommées au cours d'un repas. Donc, ce verre de vin rouge se consomme au cours du repas. Alors, vous avez ici un tableau qui est les 9 choses qu'il faut veiller pour éviter la maladie d'Alzheimer. Donc vous avez à votre gauche les végétaux, donc on en a déjà parlé, tout ce qui est vert et coloré, les haricots en dessous, la famille des crucifères. Donc personnellement, je conseille aux gens de manger des crucifères, c'est-à-dire de la grande famille des crucifères qu'on appelle maintenant brassicacées, c'est la famille des choux, donc les brocolis, les choux blancs, les choux rouges, les choux de Bruxelles. Bon, ça va devenir des légumes intéressants dans la période d'hiver. Le cresson, les radis toute l'année. Vous voyez, ça c'est la famille la moutarde, le colza, l'huile de colza, c'est la famille des crucifères. Donc des grains entiers, des baies, du thé ou du café, des herbes et des épices qui remplaceront le sel dans les préparations, des noix et des graines. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, diminuer pour l'alimentation, diminuer le sel et voire le supprimer et le remplacer par des herbes aromatiques, diminuer ou supprimer les viandes rouges, les charcuteries, et attention au mode de cuisson. Donc, par exemple, en été, dans cette région, c'est surtout les jeunes, mais pas seulement, font des barbecues et mangent de la viande rouge cramée, noircie. Et curieusement, les gens apprécient le goût du brûlé, alors que c'est toxique. Vous voyez? Donc, moi, je trouve ça très bizarre. Alors, utiliser pour des huiles végétales l'huile d'olive, des olives et de l'huile de colza. L'huile de colza, c'est celle qu'on produit ici. Elle est beaucoup moins chère que l'huile d'olive. Et donc, si vous avez des problèmes, des soucis financiers, parce que l'huile d'olive est très chère, surtout en ce moment, vous pouvez la remplacer avantageusement par du colza. Mais certains considèrent qu'on ne peut pas cuire avec de l'huile de colza, mais c'est discuté. Alors, vous avez intérêt, pour la santé de votre cerveau, dans votre alimentation, à mettre au menu 2 fois par semaine du poisson, parce que dans le poisson, vous avez des oméga-3 qui sont des graisses essentielles pour la bonne santé du cerveau, mais vous pouvez aussi trouver des oméga-3 dans les végétaux. Simplement, les végétaux, comme les graines de lin moulues, apportent l'acide alpha-linolénique qui va être transformé par votre organisme en DHA et en EPA. Mais cette transformation n'est pas parfaite et donc il vaut mieux aller à la source directe biodisponible qui est le poisson. Maintenant, on peut faire un mélange des deux. Alors, les légumes variés, dont des brassicacées et des légumineuses, des grains entiers, bon, pour nous, ce sera le pain complet, ou le vin, si possible aussi,
pas à la levure, et les flocons d'avoine, par exemple, et consommer. Alors, je sais bien que ce n'est pas possible, hein, avec tous les produits qu'on a à sa disposition dans un supermarché, de ne pas résister parfois à prendre des produits transformés, mais éviter autant que possible tout ce qui est transformé et naturellement aussi après. La restauration rapide. Ce que vous avez écrit, oui. Les végétaux dans les oméga 3, c'est quoi? Oui, donc, mais je l'ai expliqué. Donc, les oméga 3 sont présents dans quelques catégories de végétaux. C'est la graine de lin, par exemple, qui ne peut être absorbable que fraîchement moulu. Donc, vous voyez, les boulangers, parce que la graine de lin est assez bon marché, et les boulangers font du pain aux céréales et jettent dans la farine une poignée de graines de lin. Et alors, c'est croquant, mais ça ne vous apporte rien. Ça n'a qu'un effet légèrement laxatif. Pour absorber les oméga 3 de type ALA dans la graine de lin, il faut qu'elle soit moulue. Alors, donc, vous avez des oméga 3 végétaux dans la graine de lin, dans le pourpier, c'est un légume, hein, dans la mâche, hein, principalement, et à des quantités moindres encore dans d'autres végétaux. Mais la plupart des oméga 3 sont concentrés plutôt dans les poissons. Hein. Donc, dans les poissons, par exemple, les poissons, il faut retenir l'acronyme SMASH pour savoir quels sont les poissons à consommer. SMASH, ça veut dire S pour sardines, hein, M comme maquereau, etc. Hein, hareng, anchois, et j'en oublie. Alors, donc, buvez du café avec modération, pas plus de 4 tasses de café par jour, et si possible dans la première partie de la journée, et de l'eau, bien entendu. Hein. Bien, alors, pour la bonne santé du cerveau, on quitte l'alimentation et on va maintenant parler de l'importance des contacts sociaux. Donc, il y a une neurologue qui a écrit dans un article que notre cerveau était câblé pour les contacts sociaux. Hein? Donc, dans notre cerveau, vous avez des milliards de neurones. Hein? C'est comme des petites des cellules nerveuses qui sont câblées entre elles, comme là, vous voyez, pour les contacts sociaux. Alors, pour avoir des contacts sociaux, bien évidemment, il faut aller vers les autres. Donc, il faut voir quel est votre environnement social. Quand on est seul, on n'est pas nécessairement isolé. Hein. D'abord, il y a deux types de solitude. Il y a la solitude choisie et la solitude imposée. Mais même quand la solitude est imposée, on peut en sortir en allant vers les autres, en pratiquant par exemple du bénévolat ou en allant à des activités sportives ou à la rigueur, si vous n'avez personne à qui parler au jour le jour, vous pouvez adopter un animal. Bien sûr, l'animal est dépourvu de la fonction langagière, mais il y a quand même des interactions et l'animal aussi communique avec vous. Hein, on peut apprendre à décrypter une forme de langage qui est le langage non verbal. Hein. Donc il y a des positions et des comportements d'animaux qui sont une forme de langage que vous pouvez apprendre aussi à décrypter. Alors, le fait d'avoir des contacts avec les autres va stimuler votre attention et va vous apporter un feedback sur ce que vous allez dire. Vous voyez, si vous parlez à vous-même, il n'y a personne qui va vous corriger. Tandis que si vous parlez à quelqu'un, eh bien, cette personne vous dira « Je n'ai pas bien compris ce que tu m'as dit, tu peux t'expliquer. Hein » ou bien « Parle-en plus. » Vous voyez, les contextes sociaux stimulent aussi la mémoire, la résolution de problèmes et naturellement aussi, c'est important, un soutien émotionnel quand ça se passe bien. Réduit le stress et combat la dépression. Et donc, on sait que l'isolement, hein, qui n'est pas la solitude, donc l'isolement, c'est le repli complet sur soi-même, sans contacts sociaux, ou très très peu, augmente le risque de démence. Alors,
dans les contacts sociaux, comme dans beaucoup de choses, c'est la qualité qui prime, hein, plutôt que la quantité. Alors, très important aussi pour le cerveau, bouger. Bouger, alors, si possible, à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, vous allez avoir la nature, hein, dans un environnement naturel, si c'est possible. Bon, dans les villes, il y a quand même des parcs urbains ou des jardins publics. Il est préférable de faire de l'exercice physique dans un parc urbain ou à la campagne qu'au bord d'une autoroute, hein, ou au bord d'un chemin où passe une quantité de véhicules motorisés. Et donc, pourquoi à l'extérieur plutôt que dans une salle de sport? Pourquoi? Parce que dans une salle, vous n'avez pas de lumière naturelle. Et donc, la lumière, c'est un synchronisateur du rythme biologique qui va permettre le soir de passer de l'éveil au sommeil. Et puis aussi, dans l'environnement extérieur, vous avez la lumière qui sert, si vous avez les bras dégagés et le visage, à former de la vitamine D avec les ultraviolets. Donc, je conseille une marche active de 30 minutes par jour. Donc, ce qui correspond à l'adage à peu près de 7000 ou 10 000 pas, vous voyez. Alors, l'activité sportive est aussi évidemment conseillée en groupe pour favoriser les interactions sociales modérées, hein, parce qu'il y a des pathologies du sport, ce qui est une contradiction, si vous voulez, à la limite. Hein. Et donc, quand on fait du sport, il ne faut pas aller vers la performance, ça, il faut réserver ça aux athlètes professionnels. Hein. Mais pour vous, si vous voulez stimuler votre cerveau, ce sont des activités sportives modérées. Et s'arrêter à temps aussi. Hein. Alors, donc, l'activité physique est bonne pour le cœur, pour les vaisseaux, et au niveau du cerveau, on sait qu'il y a, grâce à l'activité physique, une production d'une protéine qu'on appelle la protéine BDNF, dont je vais vous parler maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est que la BDNF? C'est un acronyme anglais qui signifie facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Quand j'ai fait mes études, on m'a dit qu'on perdait tous les jours des neurones et que c'était définitif et qu'il n'y avait rien à faire à cela. Depuis quelque temps, depuis une vingtaine d'années, on sait que ce n'est pas exactement vrai et qu'on peut refaire des connexions nouvelles. Et ça, c'est effectivement grâce à cette protéine qu'on appelle BDNF. Donc, cette protéine qui permet de refaire de nouveaux neurones et de favoriser des liaisons entre les différents neurones, elle est présente dans le cerveau et dans le système nerveux périphérique. Et donc, vous voyez, ça c'est une image naturellement qui ne rend pas compte de la réalité réelle, mais vous voyez entre ces neurones-là, il y a des connexions qui ne sont pas directes, qu'on appelle des synapses, et la protéine BDNF va favoriser le contact entre ces différentes connexions synaptiques. Et en particulier, dans cette zone du cerveau qui est minuscule, qui est l'hippocampe, et qui joue un rôle crucial pour la mémoire, et également dans la partie supérieure du cerveau, qui est le cortex. Alors, la sécrétion de cette protéine, elle est activée par l'activité physique, par la caféine, vous voyez, on y revient, et aussi par la méditation. Donc voilà 3 activités qui sont à retenir pour la bonne santé du cerveau. Alors, par contre, malheureusement, on sait que maintenant que la sécrétion de cette protéine BDNF est inhibée par la pollution de l'air. Donc, c'est pour ça que je vous disais que l'idéal, c'est d'aller dans des endroits naturels où il y a marché, dans des endroits naturels où il y a le moins de pollution possible, mais la pollution est un peu généralisée et donc c'est parfois difficile à éviter.
Alors, pour votre cerveau, il est important, vous voyez, qu'on produit de la BDNF avec la méditation, de se relaxer, de méditer et en tout cas, par moment, de lever le pied. Hein, de lever le pied, c'est alors apprendre en groupe une méthode de relaxation avec un maître qui vous initie à pratiquer cette technique de relaxation, apprendre à méditer, faire des pauses. Par exemple, on sait que pour la bonne santé du cœur, la sieste méridienne, donc entre midi et 15 heures, une demi-heure maximum, est très intéressante. Donc c'est à pratiquer. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est pratiquer des activités qui sont génératrices de flow. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Donc voilà, hein, pour vous relaxer. Bon, ça, c'est la même diapositive. Je vais passer. Donc, qu'est-ce que c'est que le flow? C'est un psychologue d'origine hongroise qui travaille dans une université américaine qui a exprimé ce concept de flux, c'est-à-dire d'expérience optimale au cours d'une activité. Alors, quand vous faites une activité génératrice de flow, ou de flux, vous êtes complètement absorbé dans cette occupation. Hein. Par exemple, on peut dire que la plupart des passions qu'on a sont génératrices de flow. Hein. Ça veut dire que vous allez être tellement absorbé par ce que vous faites et en tirer tellement de bénéfices que vous allez sentir comme un sentiment d'extase, vous allez perdre la notion de temps. Vous savez quand vous avez commencé, mais vous ne savez pas quand ce sera fini, parce que ça va vous apporter des récompenses. Et les activités de flow se trouvent pour les gens qui travaillent en partie dans le sport, mais aussi en grande partie dans ce qu'on appelle les loisirs créatifs. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas musicien et que vous vous mettez à faire du piano pendant une demi-heure tous les jours, c'est créateur de flow. Si vous vous occupez des plantes de votre jardin pendant une demi-heure ou plus, c'est créateur de flow. Hein. Et si vous faites de travaux manuels, mais qui demandent aussi toute une série de ressources cognitives, vous allez aussi produire du flow. Donc, ma conclusion, hein, il est 6h moins 5, donc c'est bien. Ma conclusion, voilà, c'est neuro. Hein. Neuro, alors, neuro, ça veut dire, pour chouchouter votre cerveau, la qualité de la nutrition. Donc, adopter, si c'est possible, le régime méditerranéen ancien, pas le régime méditerranéen nouveau, parce que malheureusement, si vous voyagez en Espagne, en Grèce et en Italie, pour prendre 3 pays de vacances et 2 pays européens, il y a une petite pénétration de la nourriture américaine. Mais ce sont quand même des pays qui résistent beaucoup mieux que la France et la Belgique à ces chaînes alimentaires américaines. Il faut savoir par exemple que Starbucks, qui produit du mauvais café d'ailleurs, américain, s'est presque fait jeter de l'Italie. Et Pizza Hut n'est pas présent en Italie, parce que la Pizza Hut n'est pas une pizza qui correspond aux valeurs de la pizza italienne, évidemment. Donc, la nutrition de type méditerranéen, c'est très important. Bougez, faites de l'exercice. Ensuite, vous pouvez vous détendre. Donc, relaxation, méditation, lever le pied, faire des pauses, avoir des activités génératrices de flow, bien dormir et
dynamiser votre cerveau en sortant de sa zone de confort, éviter les routines, pratiquer des activités créatives, tout ce que j'ai cité au début de cet exposé. Voilà la citadelle, nous y sommes. Merci pour votre attention. Et maintenant, eh bien, c'est le moment de vos questions. Merci. Ex Cathedra, c'est terminé pour ce soir. Vous pouvez retrouver ce numéro de l'émission et tous ceux qui l'ont précédé sur notre site internet matélé.be dans l'onglet Magazine. Passez une excellente fin de soirée, une très bonne nuit. Au revoir à tous.